Quelques mots avant de laisser la parole à Jean-Louis. Quelques mots d'abord pour la gestion des affaires courantes, comme on dit dans les associations. La première des choses, c'est la prochaine rencontre qui aura lieu le 13 novembre avec Sophie Bessis sur, je vous lis le titre, fondamentalisme religieux, fondamentalisme marchand. C'est le thème de sa rencontre. Et puis, autres informations, nous avons besoin de plus en plus, parce que les associations, vous le savez peut-être en lisant les journaux, en écoutant la presse, en écoutant la radio et la télé, les associations ont de plus en plus de difficultés, et nous aussi. D'autant que les subventions, elles sont de plus en plus rares, surtout à Nice pour nous. Donc, merci de ne pas oublier nos caisses à la sortie. Et surtout, ce qui est important pour nous aussi, le plus important, c'est une adhésion qui permet de maintenir cette association qui l'an prochain, quand même, il faut le signaler, va fêter ses 20 ans d'existence. Et il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont tenu 20 ans ce genre de démarche, surtout à Nice. Voilà. Bon, cela dit, et je termine en disant qu'il ne faut pas oublier de rallumer vos portables à la sortie. Maintenant, je voudrais vous parler de notre invité de ce soir. C'est un ami de la liberté, et un ami de la liberté et du savoir scientifique, qui nous a fait bénéficier de multiples reprises de conférences. Il nous a parlé des comètes, de l'histoire de l'astronomie, etc., etc. C'est un savoir encyclopédique qu'il a, ou presque. Quasi encyclopédique. Et c'est un savoir qui est allié pour nous, c'est essentiel, à la volonté de le partager. Et ça, je crois que Jean-Louis est un des chefs de ce genre de démarche. Et quand je dis que c'est un savoir quasi universel, je n'exagère pas, parce que je vais vous permettre d'en juger par quelques extraits de cette biographie. Quelques extraits seulement. D'abord, Jean Hélier est un astronome. Alors, de 1974 à 89, il dirige le télescope de Schmidt. C'est vrai? Ah, non, mais je parle sous chaque période. Parce que, vous savez, les informations qu'on a sur Internet, c'est pas toujours fiable. Hein, donc, il vérifiera et il rectifiera si nécessaire. À partir de 2006 et jusqu'à 2009, il dirige l'Observatorium, pôle de diffusion de la culture scientifique. Qui est implanté à l'Observatoire de Nice. En tant qu'astronome professionnel, il a présidé de 1979 à 82 et de 88 à 91 le groupe de travail photographie de l'Union astronomique internationale. Il a bon. Et puis, alors, il y a d'autres titres. Hein. En tant qu'astronome, il y en a un grand nombre. Je rajouterai que Jean-Louis Hélier, c'est aussi un vulgarisateur, et ça, c'est important. Alors, il participe à la création de l'Astorama à la Trinité. Et c'est une activité qui est proche et qui est toujours en fonction. Il crée des classes d'Azur Astronomie, Azur Astroespace, séjour de découverte de la science et des activités sur la côte d'Azur. L'itinéraire Cassini, outil touristique et de vulgarisation scientifique permettant à tous les publics de visiter la France et l'Italie sur la trace des 5 générations de Cassini. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller dans l'arrière-pays, parfois il est sur le plateau de Cossol, ou il est à Venançon, où il est pour observer les étoiles avec le public. Et puis enfin, j'arrête là, après je vous assure. C'est toi qui l'as fait. Jean-Louis Hélier est un écrivain et un créateur. Un écrivain, vous en avez la preuve ici. Il a réalisé, en plus, avec le peintre Jean-Michel Joly, plusieurs expositions de vulgarisation. Et il a publié plus de 20 ouvrages, sans compter les articles scientifiques, il y en a quelques-uns ici. Et il a écrit et joué la pièce de théâtre Notre Terre qui est aux cieux. Une pièce de théâtre que vous avez peut-être vue. En tout cas, elle a été
joué à Nice par... Il écrit et joue la pièce, il est le personnage unique, il est sur scène pendant 1h30 à peu près. Un peu moins. Un peu moins, 1h20, pardon. Et puis ça a été joué aussi dans de nombreuses villes à l'occasion des rencontres d'astronomie. Alors je n'ai fait que mentionner une partie de son œuvre. On peut l'appeler ainsi, c'est une œuvre. Mais les contraintes du calendrier m'obligent à faire court. Et en parlant de calendrier, il va vous en parler plus longuement que moi. Merci. Ah. Bravo. C'est la première sortie hein, de mon beau-frère. Non, non, mais c'est super. On commence. Bien. Le calendrier, vous connaissez tous. Hein. Vous l'utilisez tous allègrement, tous les jours, même souvent sans le savoir. Je vais essayer de vous raconter en fait l'histoire de nos calendriers, et en particulier de celui que nous utilisons actuellement. Pour ça, on va commencer par faire des choses très compliquées, on va faire un peu de science, on va s'occuper des rythmes qui nous sont imposés. Parce que nous l'homme, l'homme avec un H majuscule, hein, c'est-à-dire l'homme, la femme, enfin, l'être humain, il a une particularité. Il évolue sur quelque chose de solide, qui peut toucher, ça marche bien, et au-dessus de sa tête, il y a quelque chose qui ne peut pas toucher, mais qui change quand même. C'est pas lui. C'est pas lui qui change le ciel. C'est pas lui qui fait que ça passe du jour à la nuit, du bleu aux étoiles. Il y est pour rien. Donc c'est vraiment bizarre parce que là-haut on ne peut pas toucher, il se passe des tas de choses. En bas on peut toucher, c'est un peu plus difficile, mais on peut modifier les choses. Pour ce brave homme, il est confronté à une réalité extraordinaire. Il y a une direction privilégiée, extraordinaire, unique, la direction verticale. La direction verticale que on remarque très bien comme ça. Alors ça c'est, depuis toujours, depuis des milliers d'années, on a considéré que c'était la chose importante. Et ce savoir babylonien, puis grec, etc., est arrivé chez nous grâce aux Arabes. Et la direction verticale, c'était le chemin en grec, c'est devenu al-samt en arabe. Mais comme les moines copistes médiévaux, ils ne savaient pas lire, ni ils savaient juste écrire à peu près, le al-samt est devenu salit, et c'est devenu le zénith. La direction qui n'est pas comme les autres. Le zénith. Et les autres directions, c'est le pluriel de al-samt. Le pluriel de al-samt, c'est al-subut. Zénith et azimut, c'est le même mot. Mais il a un petit peu bricolé. Voilà, non, ça nous permet déjà d'avoir un premier repère. Alors la chose importante, pour ce brave homme qui est là debout tranquillement, c'est qu'il se passe des choses au-dessus de sa tête, mais il y a quelque chose qui est vraiment terrible. C'est le soleil. Le soleil, il y a un vrai problème, parce qu'on sait bien qu'il est là, mais on ne peut pas le regarder. Donc la seule façon de voir où est le soleil, c'est de lui tourner le dos. Et de regarder son ombre. Ça, on l'a compris très vite. On a compris très vite que pour voir ce soleil, il faut se mettre à l'envers et regarder l'ombre. Et donc, on a, plutôt que de dresser debout, on a mis un bâton à la place du bonhomme, hein, qui dressait, c'est quand même plus confortable. Et puis, on regarde comment cette ombre varie. Comment l'ombre varie-t-elle? Cette ombre-là, elle a une particularité. Elle change de direction et de dimension tout au long de la journée. Bon, très bien. Mais, la direction de l'ombre la plus courte est toujours la même. La direction de l'ombre la plus courte est toujours la même.
Donc si je sais repérer la direction de l'aube la plus courte, je sais que c'est, je regarde le soleil, je ne peux pas le regarder, c'est là que le soleil est le plus haut. Ça s'appelle le milieu du jour. Cette direction de l'aube la plus courte, c'est le méridien qui coupe le jour en deux. Ah mais ça veut dire ça. Donc on va essayer d'évaluer, simplement, pour ce rythme-là, eh bien, l'écart par rapport au méridien. Comment ça se déplace. Pour ça, il faut apprendre quelque chose de très très simple. Il faut faire un cercle. Faire un cercle et regarder comment ça se découpe, ça. Pour ça, tous les enfants, donc vous, parce qu'on a tous été des enfants, l'ont fait ça. On a appris à découper les cercles. Et vous voyez, c'est vieux ça. Hein. L'usage du polos, c'est tout droit là. Hein. Du gnomon, pour la division du jour en 12 parties, c'est le babylonien que les Grecs l'appelaient. Pourquoi 12? Eh bien, pour une raison très simple. Ce que vous avez tous fait, c'est faire la figure la plus simple que ce soit, c'est faire un cercle. Il suffit de prendre une ficelle et en faire un joli cercle comme ça. Et puis, si on s'amuse à toujours la même ficelle, à faire une jolie rosace comme ça c'est facile, hein. C'est la figure la plus facile à faire. C'est la première qu'on fait quand on est tout petit. Ça peut se faire avec un compas, mais ça peut se faire avec une ficelle, ça marche très bien. Ah oui. Et quand on regarde ça, on a découpé en 12, de la manière la plus simple qui soit. Donc c'est naturel, c'est divin, de découper en 12 parties égales. Donc la division naturelle, en fait, de mon cercle, ça va être des douzièmes. On va jouer avec 12. En 12, c'est intéressant parce que c'est un nombre qui est assez particulier, puisque c'est le plus petit nombre à 6 diviseurs. Vous pourrez vous amuser à refaire les calculs chez vous, vous verrez, c'est pas très compliqué. Il faut qu'il y ait 6 diviseurs. Et 60, c'est le plus petit nombre à 12 diviseurs. Donc on va utiliser en fait ces découpages-là, qui sont très faciles à faire, beaucoup plus facile de découper en 12 que de découper en 2. On va s'amuser à faire ça. Et l'autre paire qu'on a, ancienne, c'est la Lune. Alors, pourquoi c'est un repère particulier, la Lune? Parce que la Lune, c'est le seul astre qui change de forme. Tous les autres, ils ont toujours la même forme. C'est un petit point, quoi, sauf le Soleil. Le Soleil est à part. Le Soleil ne change pas de forme. De toute façon, on ne peut pas le regarder, il faut regarder l'ombre. La Lune, ça change de forme. Et la Lune, c'est là ce qu'on voit le plus. Est-ce qu'on voit la Lune plus le jour ou la nuit? Hein? Alors, j'ai dit voir, je n'ai pas dit regarde. Il a dit le jour. Il a dit le jour. Oui. On voit la Lune plus le jour que la nuit. On la regarde plus la nuit que le jour. La Lune est toujours là. Et on a vite compris que la Lune était liée au Soleil. Plutôt que si on veut savoir dans quelle région du ciel se trouve le Soleil, ben, il suffit de regarder la Lune. La pleine Lune est à 6 mois de décalage du Soleil. Vous avez sans doute remarqué que l'été, la Lune est basse sur l'horizon. L'hiver, la Lune est très haute. On arrive à lire, à voir à la pleine Lune l'hiver, mais pas l'été. Parce qu'elle est à la place du Soleil, l'hiver, l'été. Donc c'est très facile. Si je veux savoir où est le Soleil, là je regarde la Lune, et puis, parce que là je vois les étoiles qui sont avec la Lune. Donc pour pouvoir me décaler, savoir où se trouve le Soleil, une fois de plus, on va lui tourner le dos, mais on fait la Lune s'en occupe, et on va regarder parmi quelles étoiles se trouve la Lune, et le Soleil s'y trouvera dans 6 mois. C'est facile, on fait le malin comme ça. Ça s'appelle l'astrologie, ça. On dit, oh, le Soleil, il est parmi telle constellation. Ah bon? Comment vous faites ça? Non, il suffit de regarder la Lune et puis de réfléchir un tout petit peu. Alors donc en dessous de cette année, il ne sera qu'une Lune, encore dans un tel point nouvelle. Il commençait à régler les comptes, l'ami Rabelais. Là ne sera autre Lune que celle Dieu créa au commencement du monde. Elle ne montre à la Terre et gens terrestres diminution ou accroissement de sa clarté tant qu'elle s'approchera ou s'éloignera du Soleil. Alors vous avez sans doute, comme moi, comme tout le monde, utilisé le mot nouvelle lune. Il n'y a pas de nouvelle lune, il me le dit bien Rabelais. Hein. C'est la même tout le temps, mais elle change un peu de forme, c'est tout.
Et donc ce soleil, l'ombre la plus courte et la plus longue au moment où le soleil est le plus bas. Le soleil est le plus bas, quand il s'arrête de descendre, ça s'appelle le solstice. Le solstice s'arrête de descendre. Ah là, c'est vachement sympa. C'est le solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on va faire? On est content. Pourquoi on est content? Parce que le soleil va remonter, les jours vont agrandir. Donc, qu'est-ce qu'on fait au solstice d'hiver? On fête le soleil. On fête le nouveau soleil. Comment on dit nouveau soleil? C'est Noël. Nouveau soleil. C'est pas le petit Jésus, hein? C'est Noël. Le nouveau soleil. D'ailleurs, en allemand, comment dit-on? Weihnacht. Weih étendu, Nacht, c'est la nuit. Tout simplement. Donc, on a récupéré ces trucs-là. Après, c'est des fêtes naturelles, ça. C'est des fêtes normales. On célèbre, en fait, le début du soleil qui renaît. Alors, après, on a collé des tas de trucs à la place, mais n'empêche que la réalité, elle est bien plus ancienne. Donc, du solstice d'hiver, nouveau soleil, on va arriver jusque-là où l'ombre la plus courte est la plus courte, au solstice d'été. Là, le soleil, il arrête de monter. Il va commencer à descendre. Alors, on est triste. Pourquoi on est triste? Parce que c'est la nuit qui gagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est triste comme ça, que la nuit va gagner? Ben, on prolonge le jour en allumant des feux. Ça s'appelle, oui, c'est devenu les feux de la Saint-Jean, mais c'est les feux du solstice. On garde le soleil le plus longtemps possible. Ah ben, c'est plus compliqué que ça en a l'air, ces choses-là. Et puis, quand on regarde ça de plus près, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de terrible. C'est que, entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, il y a 181 jours. Et entre le solstice d'été et le solstice d'hiver, il y en a 184. Ah! Ils se sont trompés quelque part. Ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Alors l'idée des Théodotes, si ça tourne rond, dans l'Antiquité, notre ami Hipparque qui va nous expliquer, ça tourne rond, mais la distance de la Terre au Soleil n'est pas constante. Le Soleil, la Terre n'est pas au milieu de la course du Soleil. Il n'a pas encore trouvé que c'était une orbite elliptique, mais c'est dès l'Antiquité. Alors on a ces premiers repères-là, c'est le Soleil, c'est naturel. Puis on en a d'autres. On en a d'autres. Parce que parmi toutes les étoiles qui tournent autour de nous, à part le Soleil et la Lune dont on va reparler dans 2 minutes, eh bien il y a 5 anomalies. Il y a 5 étoiles qui planent, c'est-à-dire qui se déplacent sans faire de bruit, qu'on appelle les planètes, tout simplement. Et celles qui mettent 30 ans à faire le tour, c'est Pépère, c'est le dieu du temps qu'on symbolise par la faux de celui qui donne la vie et qui la retire. Il y en a une autre qui met que 12 ans, c'est symbolisé par le bec de l'aigle Aquila qui mangeait le foie de Prométhée, c'est Zeus, Jupiter. Puis une autre qui est très turbulente, qui va dans tous les sens, il met à peu près 2 ans à faire le tour, là c'est le dieu de la guerre, Mars, symbolisé par le bouclier et la lance. Et puis 2 autres, Hermès, le messager toujours près du soleil, c'est le messager du soleil, hein, symbolisé par le caducée, le bâton autour duquel s'enroule le serpent d'Apollon. Et puis Vénus, Aphrodite, tout simplement symbolisé par le miroir de la beauté. C'est pas compliqué, il suffit de regarder en l'air pour comprendre les choses. Et plus là-dedans, le soleil, il y a 7, il y a 5 étoiles planantes, 5 planètes, plus le soleil et la lune, il y a 7 et 5. Tiens, ça fait 12, c'est récent. 7 et 5 sont divins. Alors, on va s'amuser avec ça, pour faire clair plein de choses. Mais on va déjà découper les retours des jours par paquet de 7. Et on va faire correspondre à chacun de ces jours de la série de 7 un des astres mobiles. Et c'est marrant parce que ça marche à peu près dans toutes les langues. C'est très très intéressant. J'ai mis en jaune là, celles qui sont restées effectivement bien au soleil, parce qu'il y a quelques zones où ça a été un petit peu esquinté par la religion. Donc le jour du soleil est venu le jour de Dieu, bon, Sonntag, mais en allemand, en anglais, c'est toujours Sonntag, Sonntag. Hein.
Lundi, la lune, Monday, en anglais, moon, monde en allemand. Mardi, Mars, Tuesday, c'est, je ne me rappelle plus lequel, c'est un des dieux de la guerre, Thor, Dienstag. Mercredi, c'est intéressant, parce que c'est Mercure, mais regardez bien, en allemand, c'est Mittwoch. Ce qui nous montre bien que la semaine commence le dimanche et pas le lundi, contrairement à ce qu'on nous raconte parfois. Autre chose, au passage que je voudrais signaler pour les enseignants qui écrivent la date au tableau, en français, les noms des jours et les noms des mois sont des noms communs. Donc pas de majuscule et un S au pluriel. Hein? Jamais de majuscule à lundi, par exemple. Bon, vous voyez, donc ça marche dans toutes les langues, même en histoire. Hein? Comment? Je n'ai pas entendu là. Moi, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire pour toi. Bon. Alors on se dit, bah, c'est facile, un tour, ça va être 360, 12 fois 30, c'est vachement pas pratique. Un tour 360, donc on va découper le cercle en 360 degrés, 360 pas. Un mois, 30 jours, on ne se trompe pas beaucoup. Et 12 fois 30, 360, 12 mois, et voilà, on est gagné. Alors, la vraie période, la durée du vrai mois lunaire, c'est 29 jours 553. 29,53. C'est entre 29 et 30. Ah, ça tombe pas bien. Bon. Mais quand on dit 30, on ne se trompe pas beaucoup. Quant à l'année, la vraie durée de l'année, retour du solstice ou solstice, c'est 365,2422. Alors, quand on dit 30 jours, on se trompe que d'1,5%, ça peut passer, donc ça ne dure pas trop longtemps. Solstice et solstice, 360 jours, c'est encore une erreur d'1,5%. C'est des toutes petites erreurs. On comprend que dans l'Antiquité, ils disaient qu'ils n'avaient pas le temps d'accumuler suffisamment de données de ce genre pour pouvoir voir que ça allait dériver. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien, tant que ça ne dure pas trop longtemps. Et 1,5% d'erreur, ça peut aller vite. Donc les premiers calendriers, ils avaient déjà trouvé le truc. Le premier égyptien, moins 4285. Hein. C'est un calendrier, oh, il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est un calendrier de 4 mois, avec la saison pardon, c'est un calendrier de 10 mois, de 360 jours, ici on dit inondation, végétation, récolte. Voilà. Celui-là, il dure 360 jours, et puis de temps en temps, comme ils ont un problème avec le Nil qui déborde, ils se sont bien rendus compte qu'il fallait faire un peu attention, donc ils ont rajouté 5 jours pour que ça retombe à peu près proprement sur le Nil, pour que le Nil déborde au bon moment. Alors ils avaient un truc terrible d'ailleurs pour le coup du Nil. Ils avaient bien vu que ni le Soleil ni la Lune ne suffisaient pour pouvoir prévoir la crue du Nil, mais que dès qu'on voyait se lever l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Sirius, Sotis, chez les Égyptiens, d'où la période zodiaque, la période de Sotis, dès que Sirius arrivait, le Nil allait déborder. Donc c'était l'étoile du Nil, celle qui permettait de recaler l'année correctement pour pouvoir savoir, attention, il faut déménager, le Nil déborde, on refera le cadastre après, dans quelques mois. L'année chaldéenne, elle a 354 jours. L'année calendrier hébreu, pareil, 354 jours, avec un mois entier qui est intercalé à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon truc. C'est pas grave. Il y a eu un défaut. On m'a bousculé tout. Bon. C'est pas grave, je vais... Alors... Le mieux comme ça, quand même. Bravo. Oui, ça nous gêne vraiment. Alors, donc, le calendrier romain primitif, là, ce qu'on appelle... Micro. Oui, je parle pas dans mon truc. Calendrier romain primitif, celui qui a été, qu'on appelle l'année de Romulus, donc créé en moins 753, il a que 304 jours, donc ça ne marche pas.
Ça ne marche pas beaucoup, d'ailleurs ça ne va pas marcher très longtemps. Ils vont tout de suite comprendre qu'ils ont oublié du monde, donc ils rajoutent 2 mois. Alors mars, avril, mai, juin, puis après c'est 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Bon, puis après ils rajoutent janvier, Januarius et Févriarius. 31, 29, 31, 29. Parce qu'il y avait une superstition, c'est que l'impair plaisait aux dieux. Donc, les 29 jours et quelques, c'était les alternances 29-31. 29-31, et puis après, il n'y a qu'un mois qui ne va pas, c'est le mois Févriarius, le dernier mois de l'année, qui fait que 28 jours, parce que leur année fait 359 jours, c'est une année lunaire quasiment. Donc, quand ils peuvent, tous les 2-3 ans, ou 4, ça dépend, ils rajoutent un mois en plus, un mois particulier, qui est le mois de Mercédonius. Très important le mois de Mercédonius, c'est pour recaler le calendrier, on rajoute un mois. C'était le mois pendant lequel on payait les légionnaires. C'était bien parce que il fallait qu'ils rentrent à Rome pour se faire payer. Mais s'il n'y avait pas de pognon, le mois était très court et ils arrivaient trop tard. Donc ils étaient repartis pour 3 mois. Alors, le mois romain est très important. C'est un mois lunaire. Donc il commence à ce qui ressemblerait à une fin de nouvelle lune. Et puis ensuite, les Romains n'avaient pas de zéro. Ils mélangeaient allègrement les nombres ordinaux et les nombres cardinaux. C'est premier, deuxième, premier, second, deuxième, enfin voilà. Et donc il y avait les calendes. Calendes, c'est appelé, on appelait pour le début du mois, c'était la fête, qui en fait appelait pour les nonnes, c'est le 4e jour avant les nonnes, 3e jour avant les nonnes, veille des nonnes et puis les nonnes. Si vous comptez bien, ça ne fait pas 3, ça fait 2 seulement. Puis la pleine lune, c'était les ides. Puis après, il n'y a plus de sous dans la caisse, donc on comptait ce qui nous ramenait à la calendes prochaine. Très bien. Alors, le mois de Mercédonius, c'était le mois qui était intercalé, quand on pouvait, quand décidait le patron, après le 24 février. La durée, c'était fixée par les pontifes. Donc, ouais, je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de la paye. C'était le 6e jour avant la calendes de mars. On connaît Mercédonius, là, durée variable, et puis ensuite, on continuait le mois de février jusqu'au mois de mars. Et c'est Jules César qui va mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors Jules César met de l'ordre là-dedans, mais en moins 45. Donc peu de temps un peu avant sa mort. Il commence par recoller, changer les durées des mois. Januarius 31, mais il commence l'année en janvier. Il commence l'année en janvier. 31, 29, mars 31, avril 30, 31, 30, puis 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, ça veut toujours rien dire, mais on garde les vieilles habitudes et on continue à dire ça comme ça. 365,25, c'est quand même pas mal. On s'approche de ça. Et à la place de Mercédonius, il rajoute un jour intercalaire tous les 4 ans. Voilà. Il le met où, ce jour intercalaire? Comme d'habitude, à la place du mois Mercédonius. 6e jour avant les calendes. C'est le 6e jour avant les calendes qu'on va compter 2 fois. Bis sextus ante calendal. Donc c'est le jour bissexte et l'année bissextile. Ça vient tout simplement de là. Bon, on a gardé ça. Seul problème, c'est que quand César se fait assassiner juste après, la réforme du calendrier est mal appliquée, et c'est l'autre, Auguste, qui va en fait corriger ça, à l'époque du César. Donc le solstice d'hiver c'est le 25 décembre, le solstice d'été le 24 juin. À l'époque de Auguste en moins 3, va corriger ça parce qu'il s'était un peu mélangé les pieds avec les 3e et 4, tous les 4 ans ou la 3e année, ou les 4e années. C'était le décalage entre les nombres ordinaux et cardinaux. Et donc, Auguste fait ça, et pour rendre hommage à César, le premier nom de mois qui est ridicule, il va s'appeler Julius. Il va lui donner juillet. Voilà, 31 jours. Ça, c'est bien.
Et après, Sextilis, ça va. On dit quand même, c'est pas sérieux parce que si on donne un mois à un empereur, il faut donner aussi un mois à l'autre qui a fait le boulot. Donc on va prendre le mois d'après, on va lui coller Augustus. Oui, mais alors il y a un problème là, de préséance, il y en a un qui a 31 jours et l'autre qui en a que 30. Alors on va récupérer le dernier jour de février qui retombe à 28. On le colle à Auguste. Mais alors là, ça ne va pas non plus parce qu'il y a 3 mois qui suivent de 31 jours. Donc on décale tout comme ça et voilà, on a le calendrier actuel. Presque. Presque. Presque notre calendrier actuel. Mais avec un jour intercalaire tous les 4 ans, 365,25. Vraiment, c'est pas mal. Sauf que ça va se dériver. Alors, il y a d'autres gens qui font des calendriers dans d'autres endroits. En particulier, il y a nos ancêtres les Gaulois qui font un calendrier extraordinaire. Mais non, mais je leur dis que c'est extraordinaire. Il a c'est un calendrier lunaire, 31, 30, 29, 30, 29, et 2 mois intercalaires tous les 5 ans. Et la précision, c'est 365,24. 2 jours en 10 000 ans d'erreur, alors que l'autre, c'est à 3. Il est plus précis, mais il est plus difficile à utiliser. Alors, et donc, le calendrier semble être enfin fixé, et on va, pendant tout le Moyen-Âge et la suite, on va considérer que tout va bien, chaque mois correspond bien à une saison, et donc on retrouve ça sous les très régisseurs du duc de Berry, hein, chaque mois correspond à une saison, tout va très bien, sauf qu'on a un problème avec la fête de Pâques. Pâques, c'était la fête de printemps depuis toujours, hein, c'était une vieille fête de Pâques, mais l'Église a voulu mettre son nez là-dedans. Une raison très simple, c'est que considère que la résurrection aurait eu lieu au mois de Pâques. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est très bien. Et le concile de Nicée, en 325, va dire, ok, c'est le dimanche, la fête de printemps, la fête de Pâques, c'est le 14e jour, toujours calendrier lunaire, hein, qui suit la lune qui tombe le 21 mars. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, ça tombait le 21 mars. Il considérait que le calendrier était complètement stabilisé, donc il n'y a pas de problème. Il tombe le 21 mars ou immédiatement après, concile de Nicée, 4e siècle. Bon, on se dit c'est très bien. C'est très bien, sauf que Pâques se promène entre le 22 mars et le 25 avril, enfin, on s'en souvient plus. Mais pourquoi pas? Et tout va bien, voilà le calendrier, les éléments qui permettent de calculer proprement la date de Pâques pour l'année 2025, c'est un intérêt tout à fait limite. Le calendrier julien, il dérive un petit peu, beaucoup, hein. Sauf qu'à l'époque de Jules César, c'était le 25 mars, concile de Nicée, c'était le 21 mars. À l'époque de Grégoire XIII, en 1582, c'était le 11 mars, ça commençait à se décaler sérieusement. On allait se mettre à fêter Pâques à la mauvaise saison. C'est parce que le vrai équinoxe, il se décale. Donc on s'est trompé quelque part. On ne s'est pas trompé quelque part, c'est simplement la petite différence qu'il y a ici. Calendrier julien, mais la solstice d'hiver, à l'époque de Jules César, c'était le 25 décembre. Au moment du concile de Nicée, 21 décembre. Au moment de Grégoire, c'est le 11 décembre, ça se décale. On a le calendrier qui se décale. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait que ça se décale. Et on voit bien que ça se décale. Il y a tous les dictons, les proverbes qui racontent ce qui se passe. On peut les dater. Un Nadal, les jours allongent d'un pied de Galles. Non, ça veut dire que ça fait un moment qu'il est passé le solstice. Si ça allonge déjà, c'est pas le jour du solstice que ça s'allonge. Donc on remarque que ça ne marche pas. Il a fallu faire une correction. Faire une correction, et la correction c'est très complexe. Parce qu'on s'est dit, le calendrier, il compte trop. 365,25, c'est pas 365,24, 22. Donc il faut essayer de trouver plus près de 365,24, 22. Donc ça, il y a tout un tas de grands savants de l'époque du pape Grégoire qui vont travailler là-dessus, en particulier Luigi Giglio et Clavius, et ils vont proposer en fait de faire en sorte que ça tourne mieux, que le solstice et les équinoxes soient plus fixes dans l'année. Pour ça, il suffit de ramener l'année
à 365,2425 et non pas 365,25. Pour ça, vous verrez que ce n'est pas très compliqué à faire. Il suffit de supprimer 3 jours bissextes tous les 400 ans. Bon. Alors on a dit, ben, c'est pas compliqué, on est en 1582. 3 jours bissextes tous les 400 ans, on va prendre les années séculaires, donc celles qui finissent par 2 zéros, hein, divisibles par 400. Celles-ci, elles seront toujours bissextiles et les autres ne seront pas. Comme l'année séculaire qui arrivait derrière, c'était 1600, c'était tranquille, la réforme, elle est complètement invisible. Mais le problème, c'est ramener l'équinoxe au 21 mars, parce que ça, l'Église n'était pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire, oh maintenant, l'équinoxe, ce sera le 11 mars, et puis on n'en parle plus. Non, non, c'est le 21 mars, la fête de Pâques, elle n'est pas, sur le concile de Nicée, elle n'est pas marquée comme fête de l'équinoxe, elle est fête du 21 mars. Donc il suffit de supprimer 10 jours, ce qu'on va faire allègrement. Problème là. Donc, le calendrier julien actuel, ça c'est le calendrier grégorien, un jour intercalaire fin février, comme d'habitude, sauf pour les années séculaires, donc quand elle n'est pas divisible par 400. Facile. Facile. Ah ouais. 2000 a été bissextile, on s'en est pas rendu compte. Le problème, c'est qu'il faut supprimer 10 jours. Alors, on va le faire là. Le 4 octobre 1582, on dit, ben voilà, le lendemain, c'est le 15. Manque de peau. Thérèse d'Avila meurt dans la nuit du 4 au 15. Elle est enterrée le 16. Bon. En fait, c'est le lendemain. Mais en France, c'était un peu plus tard, le 9 décembre. Aux Pays-Bas, le 14 décembre. On n'a pas fait ça en même temps. Alors là, c'est pas simple du tout. En Allemagne et en Suisse, 1584, 2 ans plus tard. En Pologne, 86. Ouais. En Hongrie, 87. En Angleterre, 1752. J'ai fait des jours en plus. Et en Russie, 1918, 31 janvier. Ça pose un vrai problème, ça. Parce que la révolution d'octobre, elle a eu lieu en novembre. Dans le calendrier ancien. Voilà. Alors l'année tropique, les périodes, l'année tropique, 305, ça c'est la réalité. Le calendrier julien, il se trompait de 7,8 jours en 1000 ans. On a envie de dire c'est pas grave, c'était grave. Grégorien, il se trompe plus que de 3 jours en 10 000 ans, c'est pas grave, mais je vous rappelle que le calendrier gaulois, il se trompait que de 2 jours en 10 000 ans. Quand même, c'était des sacrés malaises, les Gaulois. Bon, c'est très bien. Maintenant, on a un compteur qui tourne à la bonne vitesse, mais quand est-ce qu'on commence l'année? Ah, c'est pas simple, ça. La fête naturelle, c'était ce qu'on disait au début, hein, c'est le solstice, c'est le soleil qui se réveille, c'est très bien. Et donc on préparait le solstice par les Saturnales à Rome. C'était des fêtes qui, en fait, commençaient une dizaine de jours avant, puis on faisait la fête sérieusement, on désignait le roi par la fève, enfin des trucs qu'on a récupérés allègrement après. Et les 12 jours après Noël, solstice, c'était les 12 jours qui allaient préfigurer l'année qui arrive. Donc c'était, en fait, en gros, la météo des 12 jours qui suivent, c'était la météo des 12 mois qui allaient suivre. Bon, pourquoi pas? Ça devait marcher. Et donc, le 12e jour après le solstice, c'était la manifestation, l'apparition, 6 janvier, qui a été récupérée aussi. Toutes les fêtes astronomiques ont été récupérées par les religions, bien sûr. Début de l'année, à l'époque de Jules César, c'était, et avant la réforme 1er mars, après la réforme 1er janvier, donc avec ce problème de décalage des bois qui ne veulent plus rien dire, qui ne veulent toujours plus rien dire d'ailleurs. En Gaule, premier quartier de la Lune, bon, d'accord. À l'époque de Charlemagne, lui, il rétablit un calendrier qui l'arrange bien pour se faire couronner le jour du solstice d'hiver en 800. Et puis, en France, selon les provinces, ben c'est soit à Pâques, fête mobile, soit 25 mars comme avant, soit 25 décembre. Charles VIII alla à Trépas au château d'Amboise le 7 avril 1497, avant Pâques,
a compté l'année à la fête de Pâques ainsi qu'on le fait à Paris, et en 1498 a commencé l'Annonciation de Notre-Dame ainsi qu'on le fait en Aquitaine. Fête de l'histoire, c'est pas facile. Le début de l'année est définitivement fixé au 1er janvier par Charles IX en 1564 seulement. Donc, voilà. Bon, bah, presque, il n'y a plus qu'à parler de choses qui fâchent vraiment. L'ère. L'ère, c'est quoi? C'est le point de départ. Et puis, comment est-ce qu'on compte les années? Bah, dans tous les endroits du monde, on comptait en général les années par les années de règne de Tartampion. C'était la deuxième année du règne de machin. Ça allait de village en village, c'était pas facile de synchroniser tout ça. Et en particulier, une des difficultés pour l'Église, c'était de célébrer la fête de Pâques en même temps partout. Parce que chacun faisait ça comme il pouvait. Donc c'est simplement au VIe siècle que Denis le Petit va établir une règle pascale, une table pascale, avec, il considère que l'incarnation, donc ce qu'on récupère comme fête de Noël maintenant, il la mise au moment du solstice, 25 décembre, de la fondation de Rome, voilà, 753 de Rome. Et puis, bah, oui, il compte à partir de c'est simplement un repère pratique pour pouvoir dire on décompte les années comme ça maintenant. Simplement, on se rend compte très vite que c'est bien, mais il s'est passé des choses avant. Et il ne s'est rien passé avant la naissance, avant le Noël, qui est redevenu chrétien. Et donc c'est Ben le Vénérable, qui est irlandais, qui peut se promener un peu partout, qui au 8e siècle a écrit deux grands traités sur la chronologie et sur la fête de Pâques, qui va commencer à inventer une année zéro, parce que le problème des calendriers précédents, c'est qu'il n'y a pas d'année zéro. On ne sait jamais où c'est. On dit avant Jésus-Christ, c'est compliqué. Et alors maintenant, actuellement, les aires utilisées, parmi nos calendriers qui tournent tous à peu près à la même vitesse, pas tout à fait tous. L'ère commune, c'est donc 1er janvier 1. L'ère de l'Égir, 16 juillet 622. L'hébraïque, 7 octobre, moins 3761. L'ère républicaine, 22 septembre 1792, ça c'est important. Et l'ère julienne, ça, on en parlera un petit peu plus loin. Alors les autres calendriers, bah, on va aller assez vite là-dessus. Il y a celui-là que tout le monde connaît. Bah oui, c'est le calendrier républicain qui est une... Alors, calendrier, il y a deux choses. Il y a d'abord un mode de système. C'est une année de 365 jours, un quart, etc. Donc, comme le grégorien. Et il tourne à bonne vitesse. Simplement, c'est 10 mois. C'est des mois de 30 jours, etc. Avec des noms extraordinaires, sortis par Fabre d'Églantine en particulier. Alors, quand je dis extraordinaire, je donnais que le 12 mois, pardon, 12 mois quasi lunaires. Le seul problème, c'est que ces mois, en français, c'est très bien, parce qu'ils nous donnent en gros la saison. Mais ça ne marche pas pour l'hémisphère sud. Donc le calendrier n'est pas universel. C'est pas pour ça qu'il n'a pas marché. Hein. Et c'est des décades, un système décimal qui est repassé là-dedans. Il n'y a plus de semaines, les 7 jours sacrés. Et l'ère républicaine, c'est le 22 septembre 1792, qui a été fabriquée donc, par décret de la Convention en 1993. Et la Commune de Paris a remis au bout du jour, réutilisé le calendrier républicain donc, en l'année 1870. Regardez, c'est fantastique, le Comité de salut public qui signe la 2 périales en 79. Là, c'est la Commune. Hein. Voilà, alors il y a des tas d'essais de calendrier universel, mais il y a un calendrier très important qui fonctionne dans tous les ordinateurs du monde, que personne n'utilise à part les astronomes, et tous ceux qui font vos machines le font. Hein. C'est la période julienne de récupérer en fait ce qu'avaient les astuces des tables pascales de Jules Scaliger. Hein. Ça commence, c'est un cycle de 7980 ans
qui commence en fait en moins 4712. Pourquoi cette année-là? Pourquoi cette date-là? Parce que effectivement toutes les valeurs du compute ecclésiastique, celui qui permet de calculer la l'époque, sont à 1. Donc voilà, on démarre ça. Et chaque jour a un numéro. Ça veut dire que pour avoir une durée, il suffit de soustraire 2 dates. Maintenant, en utilisant un calendrier que nous utilisons tous les jours, pour savoir combien de jours se sont écoulés entre aujourd'hui et même le début de l'année, c'est très compliqué. Surtout hein, si on change 2 ou 3 fois d'année, on est foutu. C'est pas possible. On ne peut faire aucun calcul avec ça. Tandis qu'avec ça, ça marche. Ça marche dans tous les ordinateurs. Donc, alors, les calendriers plus ou moins en usage actuellement, le grégorien, c'est celui qu'on utilise nous actuellement. Le julien, il y en a encore quelques-uns qui s'amusent avec. Le copte, c'est les dates dans les différents calendriers. Les dates d'aujourd'hui, il y en a différents calendriers. Musulman, hébraïque, républicain, et la période julienne qui, elle, au moins, permet de faire des calculs de ça. Alors, il y a des projets, des idées de calendrier perpétuel. Et comme toujours, on est obligé de toucher le moins possible. Donc, c'est un calendrier perpétuel qui garde les mêmes noms de mois. Simplement, les durées ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il y a 3 types de mois, tout simplement. Janvier, avril, juillet, octobre, février, mai, août, novembre, mars, juin, 3 types de mois. Hein. Et après le 30 décembre, parce que ça ne va pas là, il faut rajouter un petit jour. Alors on rajoute un jour après le 30 décembre. C'est le 30 décembre, comme le faisaient jadis les Romains, ils comptaient 2 fois. C'est-à-dire que 30 décembre, c'est un samedi. Le lendemain du samedi 30 décembre, c'est 30 décembre bis. Samedi toujours, on continue, le week-end va être long. Et le surlendemain, c'est le dimanche 1er janvier. Voilà, là, ça vous fait un super réveillon. Vous avez... Et même jour, et les jours bissextes, c'est le 30 juin, mais c'est comme avant, mais c'est pareil, on compte 2 fois le jour, mais on ne change pas du tout. Alors ça pose des tas de petits problèmes, mais personne n'en a voulu. Donc, ben voilà. En fait, pour vous résumer tout ça très simplement, voir où on en est aujourd'hui. L'année 2025, elle a commencé par 4 janvier périhélie, passage au plus près du soleil, l'équinoxe 20 mars 9h01, 21 juin solstice vert, la féline va du plus belle 3 juillet, important c'est mon anniversaire, c'est le moment où on est le plus loin du soleil, et aujourd'hui on est là et on s'approche. Et maintenant, comme disait, on va prendre l'almanach, comme disait M. Jourdain, il faut savoir quand il y a la lune et quand il n'y en a pas. Merci. Il y a des questions auxquelles je ne réponds pas. Hein. Quel est le jour de la semaine de votre naissance, par exemple, ça je ne suis pas capable. Mais ça se calcule, mais c'est pas simple. Il n'y a qu'un micro. Il n'y a peut-être pas de questions. Hein? Non, je ne veux pas de questions. Alors, non. les personnes intéressées par ce phénomène de calendrier. Le lundi est le premier jour de la semaine. Non. Dimanche. Donc dans la langue portugaise, c'est correct. Parce que le lundi est la 22e jour de la semaine. Oui, oui, c'est dimanche. Le premier jour, c'est le dimanche. En allemand, le mercredi, c'est Mittwoch, au milieu de la semaine. Et chez nous, c'est encore des questions religieuses entre les différents types de religions qui ont le vendredi, le samedi et le dimanche pour célébrer. C'est une preuve de préséance. Alors, qui veut savoir si demain ce sera dimanche ou lundi? Oui,
est-ce que tu pourrais réexpliquer le calendrier qui permet pour un ordinateur de calculer le nombre de jours dont tu as parlé presque à la fin? Le calendrier. Là, en fait, Le micro. En fait, le problème, c'est trouver une ère, un point de départ calendrier. Et l'ère qu'on a utilisée, qu'a utilisé Jules Scaliger, donc au fin du XVIe siècle, hein, juste au moment de la réforme grégorienne, enfin, c'était les moments où ça s'agitait bien sur le calendrier. Et pour simplifier la vie au niveau des différentes religions, il utilise tous les éléments qui permettent de calculer la date de Pâques. On a vu les éléments du compute, là, hein, la lettre dominicale, tout ce là. Bon, nombre d'or, c'est pas le nombre d'or habituel, hein, c'est le nombre d'or particulier du calendrier. Et il fait tourner ce truc-là jusqu'à tous les éléments soient initiaux, égaux à 1. Il arrive à donc moins 5460. Et depuis cette date-là, on compte les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 2 460 750 maintenant. Avantage, c'est que ça marche. On peut toujours faire correspondre tous les autres calendriers là-dessus, il suffit de trouver l'étape de conversion. Avantage, c'est que les durées sont automatiquement calculables. Et quand on veut faire des calculs astronomiques en particulier, on va remonter, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'Antiquité ou ce qui se passe très loin dans l'espace, à travers des vaisseaux spatiaux qui se promènent, qui sont sortis du système solaire, qui sont en voie de sortie du système solaire. On a besoin d'avoir en fait une ère qui soit effectivement solide et non pas complètement liée à l'heure de notre clocher. Et donc ça marche très bien. Ce qui permet effectivement de faire tourner pour tous les ordinateurs, tous les machines, compte le temps comme ça. Ils ne vont pas vous le dire parce que c'est... les marchands de calendrier, il faudrait quand même... Ils se sont bagarrés pour qu'on évite ce calendrier perpétuel. Il suffisait d'effacer l'agenda puis de le reprendre tous les ans, c'est vachement bien. Mais non, les marchands de calendrier, il faudra qu'ils vendent autre chose. Oui. Alors, c'est une anecdote. J'ai mon beau-père qui est bulgare. Il a deux dates de naissance, puisqu'en 1920, ils ont changé le calendrier. Du coup, c'était compliqué, parce que pour beaucoup de gens, il avait une semaine de différence entre un calendrier et l'autre. C'était assez... Et moi, quand j'ai appris ça, c'était assez surprenant. C'est la réforme grégorienne qui a été appliquée, effectivement, au début du XXe siècle dans les pays dits de l'Est, et c'est tout. Nous, c'était en 1582, enfin nous, un peu plus tard, mais non, c'est changer quoi que ce soit pour les systèmes de datation, c'est très très complexe. Je vous dis, même actuellement, les gens qui veulent faire un peu de recherche historique, ils sont coincés. Heureusement qu'il y a des événements astronomiques, je dirais fiables, c'est-à-dire qu'on peut recalculer sans aucune difficulté, en particulier les éclipses, qui permettent de dater correctement les choses. L'éclipse totale, c'est comme ça qu'on a découvert des choses. Enfin, je vous raconte une petite histoire. Parce que les éclipses, c'est tellement, une éclipse totale, c'est tellement choquant que ça marque, on en parle partout, on écrit, le soleil a disparu, on a prié, il est revenu, enfin ça marche très bien. Non mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis des milliers d'années. Mais on sait qu'il y a eu une éclipse. On sait maintenant recalculer ces éclipses. On sait calculer les éclipses. Et ça a permis en particulier à Edmond Halley, qui, ayant obtenu une position extrêmement précise de la Lune et du Soleil pendant l'éclipse de 1715, il a mis des observateurs en Angleterre partout, ils ont réussi à très précisément localiser Soleil, Lune, Terre. Il a recalculé les éclipses anciennes à partir de ces données très précises. Et il s'aperçoit que ça ne marche pas. L'éclipse de Babylone, moins 135, eh ben, elle n'a pas lu à Babylone d'après ses calculs. Alors de deux choses l'une, où ils se sont foutus du monde, en disant il y a eu une éclipse.
ou bien il s'est passé quelque chose. Et l'idée qu'il s'était passé quelque chose, elle avait déjà été émise par Newton quelques années avant, la Terre ralentit. 3/10 millièmes de seconde par siècle, on s'en fout, mais au bout de 20 siècles, ça a quand même à faire. Ça fait quelques heures. Et ça fait que l'éclipse en question a été décalée effectivement d'une dizaine d'heures. Donc c'est comme ça qu'on a pu confirmer que la Terre ralentissait bien, donc que la Lune s'éloignait. Et maintenant qu'on a, on va revenir sur le laser du plateau de Calais, donc on mesure l'éloignement de la Lune depuis Nice, enfin depuis Calais, depuis le département des Alpes-Maritimes, en tirant avec un laser sur des miroirs, dont un est fabriqué à Cannes. Donc c'est quand même, on est le seul département où en fait on tire sur un truc à nous. C'est les Russes qui l'ont monté. Ah, ouais. Question suivante. Alors je vais poser une bête. La Terre est ronde. Quand on a établi les solstices, c'était surtout des gens, à l'époque, de l'hémisphère nord. En dessous, sous nos pieds, comment ils ont fait la même chose? Bien sûr, les solstices sont inversés. Oui. Les solstices sont inversés entre les deux hémisphères. C'est tout. Et le solstice, c'est même si le soleil est le plus bas chez nous, il est le plus haut dans l'hémisphère sud. Donc c'est le solstice d'été. C'est pour ça qu'en fait le calendrier dit universel révolutionnaire, en fait, il ne pouvait pas marcher puisque les noms des mois étaient liés aux saisons. Et les saisons, elles sont inversées dans révolutionnaire. Ouais, révolutionnaire. Ouais, bon, c'est dommage. Pluviose. La pluviose et en pleine sécheresse, ça va pas. Bien. Peut-être une dernière. Merci. Sur le calendrier des postes, qu'on va bientôt se procurer, il y a en bas marqué nombre d'or, et ce nombre varie. Vous pouvez nous dire... Ça fait partie effectivement de les pactes. Ça, c'est le nombre d'or, ça fait partie... Alors je crois que c'est le quantième, c'est le nombre de jours. C'est l'âge de la Lune c'est l'âge de la Lune au 1er janvier. Ce qui permet de calculer la date de Pâques, en fait. D'accord. Donc il y a les pactes, l'âge de la Lune, nombre d'or, et puis il y en a, je crois qu'il y en a un qui ne sert plus à rien du tout d'ailleurs, c'est la lettre dominicale. Mais ça, c'est savoir si c'est quel jour de la semaine commence l'année. Lundi, mardi, c'est avec ça qu'on se débrouille pour caler le 21 mars, puisque après il faut trouver la pleine lune qui devient pleine le 21 mars, immédiatement après. Bon, alors un Adam, là, il change, il demande... C'est lunaire. Il demande, c'est lunaire, donc à chaque année, enfin, oui, chaque fois, le Ramadan, ils sont obligés d'attendre... C'est lunaire. Le dicton... C'est lunaire, le calendrier. Alors, le problème des calendriers lunaires, enfin en particulier, c'est que pour savoir quand est-ce que ça commence, le problème c'est que s'il fait mauvais pendant 15 jours après la nouvelle lune, on va être obligé de démarrer quand même parce qu'on va se retrouver. Et donc c'est une des grosses difficultés. Alors c'est vrai que pour des régions où il fait toujours beau, où les saisons ne sont pas très marquées, ça ne pose pas de problème. Pour toutes les civilisations nomades qui sont baladées pendant des siècles et des siècles, le calendrier lunaire marche très bien, il n'y a que lui qui marche. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, avec la Lune qui marche, avec la Lune on est tranquille. Au moins la Lune, tout le monde est d'accord. Tout le monde voit la Lune, tout le monde la voit où qu'on soit, on voit la Lune, on arrive toujours à s'en sortir. Comme disait notre fille quand elle était toute petite, c'est la même lune qu'à la maison quand elle était chez mémé. Ah ouais, c'est la même lune qu'à la maison. C'est extraordinaire ça. C'est la même lune. Et les arbres, c'est pas pareil, mais la lune, c'est la même. Chez les Romains, on parlait de calendes. Ouais. J'ai pas compris le mot calendes. Calende, c'est appelé, c'était l'appel. Ah, Calaré. C'était l'appel. On appelait le. C'est pas les calendes grecs. Hein alors mais justement, non, mais alors le problème, c'est quel est que les calendes grecs n'existent pas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les calendriers grecs n'avaient pas de calende. Donc envoyer quelque chose de calende grec, c'est envoyer quelque chose à une date qui est impossible. Ah, voilà. D'accord. Le calendrier grec, il n'y en a pas.
Alors, c'est le début du mois 1. Alors, tout est clair. Tu peux dire il fera clair demain. Hein. Normalement, il fera clair demain. En principe, oui. Hein? Bon, ben, je crois que ça confirme ce que je disais au début, la culture de Jean-Louis, elle est quand même assez importante. Et vous avez ici donc quelques-uns de ses ouvrages, et puis je vous souhaite une bonne soirée, je remercie Jean-Louis, et à la prochaine.